Je n'aurais jamais pensé que l'humiliation puisse être enveloppée de soie et de champagne. Et pourtant, me voilà, assise au 3e rang au mariage de ma sœur cadette, portant la seule robe de soirée que je possédais, essayant de mon mieux de me fondre dans une pièce remplie de gens qui semblaient tous trop parfaits, trop impeccables. Mon fils, Lucas, était assis à côté de moi, balançant ses jambes sous la table, vêtu d'un petit costume pour lequel j'avais dû sacrifier 2 salaires. Il avait l'air si fier d'être là. Il pensait que ce jour nous ferait à nouveau sentir comme une partie de la famille. Peut-être que je l'espérais aussi. Vivant, ma sœur, flottait à travers cette journée comme une star de cinéma. Elle a toujours eu cette énergie. Belle, charmante, adorée de tous, surtout de notre mère. Elle recevait les compliments, et moi, les comparaisons. Elle avait le droit au projecteur, pendant que j'apprenais à vivre dans l'ombre. Pourtant, j'étais là. J'ai souri. J'ai applaudi quand ils se sont embrassés. J'ai gardé une voix stable quand les gens demandaient « Et vous êtes la sœur aînée ?» On ne dirait pas que vous avez un enfant de 8 ans. Puis vinrent les discours. Le témoin du marié commença. Quelques anecdotes gentiment drôles, des rires légers. Puis ce fut le tour de Vivian. Je m'attendais à quelque chose de sentimental, quelque chose sur l'amour, peut-être sur notre enfance commune. J'ai même levé mon verre en anticipation. J'aurais dû me méfier. Elle a levé sa flûte de cristal et a souri à toute la salle. Je veux remercier tout le monde d'être venu, commença-t-elle, rayonnante. Votre présence signifie énormément pour moi. Et bien sûr, je veux dire quelque chose de spécial sur ma grande sœur. Je me suis tourné vers Lucas et je lui ai souri. Il m'a regardé avec excitation. Un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de gentil. Vivant a continué, Aude a été un tel modèle. C'est une mère célibataire, forte, indépendante, et clairement, personne d'autre ne veut d'elle. La salle a éclaté de rire. Mon estomac s'est retourné. J'ai cru avoir mal entendu, mais elle continuait de sourire comme si c'était la blague la plus charmante qu'elle ait jamais racontée. Certains invités avaient l'air confus, mais la plupart riaient de plus belle, trinquant comme si tout cela n'était qu'un jeu. Je ne savais plus où regarder. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Lucas a tiré sur ma manche et a murmuré « Pourquoi elle a dit ça sur toi, maman ?» Avant que je puisse répondre, ma mère a ajouté bruyamment de sa table, sans manquer une occasion, c'est un produit d'occasion, mais bon, elle est encore bien pour son âge. D'autres rires, plus vifs cette fois. C'était le genre de rire qui vous transperce la peau. Celui qui vous fait comprendre que tout le monde vous voit différemment maintenant. Pas comme une invitée, pas comme de la famille, mais comme un divertissement, un objet de pitié, une honte. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Mon visage me brûlait, mais je refusais de laisser les larmes couler. Pas devant mon fils. Pas devant eux. Mes doigts se sont crispés sur ma serviette sous la table, la serrant comme une corde. J'ai regardé autour de moi, cherchant quelqu'un, n'importe qui pourrait croiser mon regard et m'offrir quelque chose qui ressemble à de la compassion. Mon grand-père baissa les yeux sur son assiette. Ma cousine souriait à son téléphone. Même mon oncle, qui m'avait dit un jour que je lui rappelais mon défunt père, n'a pas levé les yeux. Lucas avait l'air perdu. Ses petits sourcils étaient froncés, confus et blessés. C'est ça qui m'a brisé. Pas les mots, pas les rires, pas la honte, mais le fait que mon fils voyait tout ça, essayant de comprendre pourquoi sa mère, la femme qui embrassait ses genoux écorchés et restait éveillée tard pour l'aider avec ses devoirs de maths, était tournée en dérision par sa propre famille. Je voulais partir. Je voulais prendre la main de Lucas, sortir et ne jamais me retourner. Mais quelque chose en moi hésitait. Je voulais parler. Je voulais me défendre, leur dire qu'ils ne savaient pas la moitié de ce que j'ai porté, de ce que j'ai survécu. Mais ma bouche était sèche. Mes jambes tremblaient sous la table. Puis, avant que je puisse bouger, j'ai entendu une chaise racler le sol. Callum, le marié, le fiancé parfait et impeccable de Vivien, s'est levé lentement. Il n'avait pas l'air amusé. Il n'a pas regardé Vivant. Il n'a pas regardé les invités. Ses yeux se sont posés directement sur moi, et quelque chose dans son visage a glacé toute la salle. À cet instant, j'ai su que quelque chose allait se passer. Pas un sauvetage, pas une dispute, mais un règlement de compte. Les gens pensent souvent qu'être l'aîné signifie que vous montrez le chemin, que vous êtes un modèle.
Mais dans notre famille, j'étais plus un avertissement qu'un exemple. Je m'appelle Lara. J'ai 34 ans, je suis mère célibataire, et le mouton noir de la famille. Je vis dans un petit appartement de 2 chambres en périphérie de la ville avec mon fils, Lucas. Il a 8 ans. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée est la seule raison pour laquelle je retourne dans des pièces qui m'ont autrefois fait me sentir petite. J'ai 2 emplois. Le matin dans un café local, le soir à la réception d'un petit hôtel. La vie n'est pas glamour, mais c'est la mienne. Je fais des pancakes à Lucas le samedi. Je sais coudre des patchs sur ses jeans. Et il me dit que je suis son super-héros. C'est tout ce dont j'ai besoin pour continuer. Mais être mère célibataire dans ma famille signifiait que j'étais celle qui avait échoué. Ma mère, Judith, s'assurait que je le ressente à chaque dîner de fête. Elle croit aux apparences. C'est pourquoi elle dit aux gens que le mariage de Vivian est une seconde chance pour le nom de la famille. Vivian a 5 ans de moins que moi. Elle est belle, a du succès, a toujours tout eu sur un plateau d'argent, et a toujours su faire croire qu'elle l'avait mérité. C'est l'enfant prodige. Judith l'adore. Si Vivian éternuait, notre mère la bénirait avec un mouchoir en soie. Si je tombais malade, elle me disait de prendre des vitamines et d'arrêter de faire mon cinéma. Quand je suis tombée enceinte de Lucas, tout a changé. J'avais 25 ans, fraîchement amoureuse d'un homme qui avait juré de rester à mes côtés. Au 5e mois, il a disparu. Pas de mots, pas d'explication, juste parti. Ma famille n'a pas posé de questions. Ils n'ont pas offert leur aide. Ils m'ont donné le silence, le jugement, et des « je te l'avais bien dit ». Mais j'avais Lucas, et quand je l'ai tenu pour la première fois, chaque mot cruel qu'ils avaient pu dire est devenu un bruit de fond. Pourtant, au fond de moi, j'espérais qu'il finirait par me voir. Pas seulement comme une mère célibataire, mais comme quelqu'un digne d'être aimé. C'est peut-être pour ça que lorsque j'ai reçu l'invitation au mariage de Vivian, j'ai dit oui. Même si je ne faisais pas partie du cortège, même si mon nom était mal orthographié sur le carton réponse, même si j'ai dû louer ma robe et me coiffer moi-même dans le miroir de la salle de bain pendant que Lucas s'entraînait à sourire avec sa petite cravate. Je me suis dit que c'était pour tourner la page. Que peut-être, juste peut-être, c'était la manière de ma famille de tendre une branche d'olivier silencieuse. Le lieu était magnifique. Des roses blanches partout, de la vaisselle aux accents dorés, un quatuor à cordes jouant au loin. Vivian semblait sortie d'un magazine de mariage. Elle n'était que sourire et paillettes, se prélassant dans chaque compliment et chaque flash d'appareil photo. Quand elle est passée à côté de moi, son sourire a vacillé. « Tu es venu ?» a-t-elle dit, comme si elle ne s'y attendait pas. Elle a baissé les yeux sur Lucas et a ajouté « il grandit ». Pas de câlin, pas de chaleur, juste une conversation de politesse, puis retour sous les projecteurs. Judith ne m'a pas adressé la parole. Elle est passée à côté de moi comme si j'étais l'une des serveuses, mais Lucas était rayonnant. Il pensait que le lustre ressemblait à un vaisseau spatial. Il a murmuré que Vivian ressemblait à une princesse. Et quand j'ai vu à quel point il était heureux d'être simplement là, j'ai décidé de rester pour la réception, même si je sentais cette douleur familière de ne pas être à ma place s'installer dans ma poitrine. J'ai trouvé notre table, la table 9, près de l'arrière, à côté des toilettes. J'ai ri en moi-même, c'était approprié. Nous avons mangé nos salades. J'ai aidé Lucas avec sa cravate quand il a mis de la mousse au chocolat dessus. J'ai évité le contact visuel avec ma mère et j'ai essayé de ne pas écouter quand j'entendais mon nom murmurer à travers le tintement des verres. Puis les discours ont commencé et j'ai réalisé que cette nuit ne serait pas une question d'unité familiale ou de pardon. Ce serait une autre scène pour que Vivian brille, et j'étais sur le point de devenir sa chute comique. Ça a commencé comme la plupart des discours de mariage, chaleureux, mielleux, juste un peu trop répétés. Vivian s'est levé avec une posture parfaite, tenant une flûte de champagne dans sa main fraîchement manucurée. Sa robe scintillait sous les lumières de la réception, et la salle s'est instantanément tue en anticipation. Elle a souri, marquant une pause juste assez longue pour que tout le monde se calme. « Je veux vous remercier tous d'être ici », a-t-elle commencé. « C'est le plus beau jour de ma vie, et je suis entouré des personnes qui comptent le plus pour moi. » Je regardais depuis la table du fond, essayant de me convaincre que j'étais incluse dans cette phrase. Lucas était perché sur le bord de sa chaise à côté de moi, donnant des coups de pied avec ses jambes, complètement enchanté par tout ce conte de fées. Vivian a continué, parlant doucement de son nouveau mari,
Calom, de l'amour, du timing, et du destin. Je me suis un peu détendu. Peut-être, juste peut-être, que ce discours ne se transformerait pas en quelque chose de cruel. Puis elle a changé de ton. Et bien sûr, dit-elle avec un sourire malicieux, je veux faire une dédicace à ma grande sœur. Tu as toujours été un exemple si fort. Le projecteur s'est déplacé. Je pouvais sentir les regards se tourner vers moi. Je me suis redressé un peu. J'ai souri poliment. Vivien a poursuivi, sa voix légère mais pointue. C'est la femme la plus courageuse que je connaisse. Elle a élevé un enfant toute seule. Pas de mari, pas de partenaire, juste elle. Et, bien sûr, quiconque était assez gentil pour faire du babysitting. La salle a gloussé. Mon estomac s'est noué. Mais sérieusement, a-t-elle ajouté, c'est incroyable comment elle a géré. Une mère célibataire, dont personne ne veut, mais qui se présente quand même. Des rires. Des rires francs, bruyants, sans filtre. J'ai senti le souffle me quitter. Mes joues sont devenues brûlantes. Mes mains se sont figées autour de la serviette sur mes genoux. J'ai jeté un coup d'œil à Lucas. Il fronçait les sourcils, confus, regardant autour de lui comme s'il essayait de comprendre pourquoi les gens riaient de sa mère. Puis vint le pire. Ma mère, Judith, a ri plus fort que n'importe qui. Elle s'est penchée vers ses voisins de table et a ajouté, juste assez fort pour être entendue, c'est un produit d'occasion, mais elle se présente encore bien. Une autre vague de rire, du genre qui n'essayait même pas de cacher sa cruauté. Ma vision s'est brouillée un instant. C'était comme recevoir une gifle, sauf que personne ne m'avait touché. Tout le monde riait autour de moi comme si c'était normal, comme s'il était acceptable de se moquer d'une femme qui avait passé près d'une décennie à travailler d'arrache-pied pour élever son fils avec dignité et chaleur, comme si le fait d'être seul me diminuait. J'ai baissé les yeux vers Lucas. Son sourire avait disparu. Il s'est penché vers moi, murmurant, « Pourquoi elle a dit ça? Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Je voulais répondre, mais je ne trouvais pas les mots. Je ne pouvais pas le protéger de ce moment. Je ne pouvais pas le protéger de la façon dont notre famille me voyait. Ce genre de douleur ne se cache pas bien. Mon cœur s'est emballé. J'ai cherché des yeux une sortie dans la salle, quelqu'un qui pourrait intervenir, quelqu'un qui pourrait dire « ça suffit ». Mais personne ne l'a fait. Certaines personnes semblaient mal à l'aise, mais elles ne parlaient pas. Elles regardaient juste leurs verres, leurs assiettes, leur téléphone. Même grand-père Norman, qui m'appelait sa petite lionne quand j'étais enfant, a évité mon regard. Il était là. Mais à ce moment-là, il n'était pas avec moi. J'étais de nouveau seul. Le fait est que j'aurais pu l'encaisser si cela ne concernait que moi. J'ai passé des années à avaler ce genre de traitement. J'aurais pu sourire, prendre Lucas par la main, et partir tranquillement la tête haute. Mais voir la confusion dans les yeux de mon fils, le voir essayer de comprendre pourquoi les gens qui applaudissaient et trinquaient se moquaient soudainement de sa mère, cela a fissuré quelque chose en moi. Je me suis levé, non pas parce que je savais ce que j'allais dire, non pas parce que je voulais faire une scène. J'avais juste besoin de sortir de cette pièce. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de respirer sans m'étouffer avec la honte qu'il me jetait à la figure. J'ai repoussé ma chaise, les mains tremblantes. Et puis, de la table d'honneur, une autre chaise a raclé le sol. Calom, le marié, s'est levé. Il avait l'air pâle. Sa mâchoire était crispée. Il a pris le micro des mains de Vivant sans demander. La salle est devenue silencieuse. C'était comme si la température avait chuté. Plus de rire, plus de chuchotements, juste ce silence. Et j'ai su que ce qui allait suivre ne faisait pas partie du plan. Calom se tenait là, une main reposant toujours sur la table et l'autre serrant le microphone. Ses yeux étaient fixés sur moi. Pas sur Vivant, pas sur Judith, pas sur la foule rieuse, mais sur moi. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il allait peut-être faire une autre blague, arranger les choses, dire quelque chose de charmant pour désamorcer la tension. C'est ce que les gens font habituellement dans ma famille. Mettre la poussière sous le tapis. Prétendre que rien ne s'est passé. Appeler ça de l'humour, ou de la tradition. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas souri. Il n'a pas ri. Son visage était tendu par quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De la colère, peut-être, mais plus profondément, comme de la déception mêlée d'incrédulité. Avant qu'il ne puisse parler,
j'ai repoussé ma chaise et j'ai tendu la main vers celle de Lucas. J'étais prête à partir tranquillement, avec grâce. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir pleurer ou m'effondrer. Je l'avais déjà fait auparavant. Je pouvais le refaire. Mais alors que je me tournais pour m'éloigner, la voix de Callum a retenti. Basse, ferme, calme. Ara, ne pars pas, cela m'a arrêté net. Tout le monde s'est tourné vers lui. Des chuchotements ont parcouru les tables comme une brise dans des feuilles sèches. Vivant s'est raidi. Judith a plissé les yeux. Le DJ a tendu la main vers les commandes de volume, mais s'est arrêté quand Callum a levé une main. Il n'a regardé personne d'autre que moi. Je ne peux pas prétendre que je suis d'accord avec ce qui vient de se passer, a-t-il dit. Je ne resterai pas ici à laisser passer ce genre de cruauté pour de la comédie. La salle a retenu son souffle. Callum est sorti de derrière la table et s'est avancé lentement. Il ne se pressait pas. Chaque pas semblait délibéré, comme s'il se frayait un chemin à travers le poids de la pièce. Il s'est arrêté près de notre table. Moi, Lucas, les assiettes de salade maintenant froides, et il a regardé directement les invités. J'ai beaucoup entendu parler de la famille au cours de l'année écoulée en planifiant ce mariage, a-t-il dit. Des apparences, de la tradition, de la loyauté. Mais ce que je viens de voir, ce n'était pas la famille. C'était de la moquerie déguisée en célébration. La foule a bougé, mal à l'aise. Certaines personnes ont jeté un coup d'œil à Judith. D'autres ont fixé leur verre, mais personne n'a parlé. Il s'est tourné vers Vivien. Tu t'es moqué de ta sœur parce qu'elle est une mère célibataire, parce qu'elle élève un enfant sans aide. Tu as ri, et pire encore, tu as fait en sorte que son fils assiste à tout cela. Vivant a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Callum n'a pas attendu sa réponse. Elle n'a pas demandé à être dans cette situation. Mais elle l'a fait. Elle est venue aujourd'hui. Elle s'est assise au fond. Elle a souri. Elle a amené son fils pour assister à ton grand jour. Et tu as transformé ça en une blague. Je n'avais jamais vu Vivant paraître si petite jusqu'à ce moment. Callum s'est de nouveau tourné vers la salle. Elle ne s'est pas levée pour se défendre. Elle n'a pas demandé de sympathie. Elle n'a jamais eu besoin d'une scène, mais je ne resterai pas silencieux, parce que si je suis sur le point de me marier dans une famille qui considère la cruauté comme de l'humour et la honte comme une tradition, alors je dois reconsidérer quel genre d'homme je veux être. Un hoquet de surprise a parcouru les invités. Une femme à la table voisine a murmuré, « C'est réel ?» Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Lucas m'a regardé avec de grands yeux. Je ne savais pas quoi faire. J'étais venu ici en m'attendant à survivre à la soirée. Je ne m'attendais pas à être défendu. Pas comme ça, pas devant tout le monde. Callum a baissé les yeux sur mon fils et lui a fait le plus doux des hochements de tête. Ta maman est la personne la plus forte dans cette pièce. Ne l'oublie jamais. Il s'est tourné une dernière fois vers la foule. Je crois que j'en ai assez vu. Sur ce, il a posé le micro, est passé devant Vivant sans un autre regard, et s'est dirigé tout droit vers la porte. Je suis resté là, figé, tenant la main de Lucas. La musique n'a pas repris. La foule n'a pas bougé. C'était comme si quelqu'un avait vidé tout l'air de la pièce. Le conte de fées s'était brisé. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas celle qui était laissée en morceaux. Au moment où Callum a quitté la salle de réception, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Personne n'a applaudi. Personne n'a acclamé. Le seul son était le doux bourdonnement de la climatisation et le tintement d'une seule cuillère heurtant un verre. La foule était figée, les yeux allant de moi, à Vivien, et à la porte par laquelle Callum venait de disparaître. Vivant se tenait à la table d'honneur comme si elle venait d'être giflée. Sa posture parfaite s'était fissurée. Ses épaules s'affaissaient sous le poids de ce qui venait de se passer. Elle a regardé autour d'elle, mais les visages qui la fixaient ne souriaient plus. Certains semblaient choqués. D'autres, embarrassés. Quelques-uns avaient l'air en colère. Pas contre Callum, mais contre elle. Judith fut la première à parler. Elle se leva brusquement, sa chaise crissant sur le sol poli. « Quel garçon ingrat !» lança-t-elle. « Il t'a embarrassé devant tout le monde. Typique, tout comme ta sœur, égoïste. » Mais sa voix n'avait pas la même portée que d'habitude. Le pouvoir qu'elle détenait sur la pièce s'était évanoui.
Ces mots sont tombés à plat. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu l'impression de me recroqueviller sous sa voix. Je me suis tourné vers Lucas. Il m'a regardé, incertain. « On part ?» demanda-t-il doucement. « Oui, mon chéri » dis-je en lui caressant les cheveux. « On rentre à la maison. » Je me suis tenu droit en prenant sa main et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Les gens s'écartaient sur mon passage. Certains évitaient mon regard. D'autres semblaient vouloir dire quelque chose, mais ne trouvaient pas les mots. À mi-chemin de la porte, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Ara !» Je me suis retourné. C'était mon grand-père, Norman. Pâle, les yeux rougis. Il s'est levé lentement et s'est avancé vers moi. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix douce, tremblante. J'aurais dû arrêter ça il y a des années. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Je ne lui en voulais pas de ne pas m'avoir défendu. Je comprenais ce que le silence coûte à certaines personnes. Je l'avais vécu. Je n'étais pas en colère, mais je ne portais plus leur culpabilité non plus. Dehors, l'air était frais et vif. Lucas a serré ma main. « Le mariage est fini ?» J'ai baissé les yeux vers lui. « Oui » dis-je en souriant. Je pense qu'il s'est terminé exactement comme il le devait. Nous sommes rentrés à la maison en silence, la radio éteinte, juste le bourdonnement des pneus et le rythme des doigts de Lucas tapotant sur la coudoir. Je l'ai bordé cette nuit-là, j'ai embrassé son front et je suis resté un peu plus longtemps que d'habitude près de sa porte. Il n'a plus posé de questions. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douzaine d'appels manqués de numéros inconnus, de cousins éloignés, même de quelques invités que je connaissais à peine. Je les ai tous ignorés. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS d'une amie qui était au mariage. Quelqu'un a enregistré le discours de Callum. C'est sur Facebook. Plus de 50 000 vues déjà. Tu dois voir les commentaires. Les gens te défendent. J'ai ouvert la vidéo. C'était là. La voix de Callum, calme et directe, tenant tête à toute une salle. Et j'étais là, figé dans le cadre, tenant la main de Lucas. Les commentaires étaient pleins de soutien. Cet homme est un héros. Elle méritait mieux. Je pleure en regardant ça. Chaque mère célibataire vient d'obtenir un peu de justice. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. Je me sentais juste calme, comme si quelque chose qui était crispé en moi depuis des années s'était enfin relâché. Cette semaine-là, Vivien a essayé de déformer l'histoire. Elle a dit que Callum avait surréagi, que c'était juste une blague, que les gens étaient trop sensibles. Mais la vérité avait déjà éclaté, et personne ne riait plus. Quelques jours plus tard, un petit bouquet de fleurs sauvages est apparu à mon appartement. Pas de mots, juste une petite carte qui disait « Pour la lionne ». Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il venait. Le mariage n'a pas eu lieu. Mais quelque chose de plus important s'est produit. Pour une fois, je n'étais pas celle qui portait la honte. Je n'étais pas celle qui devait s'excuser. Je suis sorti de cette pièce avec mon fils, ma dignité, et la tête haute. Et quelque part, quelqu'un a rappelé à une salle pleine de gens, et peut-être à tout Internet, ce que signifie vraiment être fort. Cela fait 6 mois depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Vivant et Callum ont officiellement rompu leurs fiançailles. Il n'y a pas eu de déclaration, pas de drame, pas de publication de suivi, juste une gomme silencieuse de ce qui était censé être une journée parfaite. Vivant est retourné à son cercle social comme si de rien n'était. Les photos de cette nuit ont disparu de son fil d'actualité. Elle n'a pas cherché à me contacter. Je ne suis pas sûr de m'y être attendu. Judith a appelé une fois, non pas pour s'excuser, mais pour dire que j'avais embarrassé la famille en ne riant pas avec les autres. J'ai écouté pendant exactement 30 secondes, puis je lui ai dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir la force de dire, je ne suis plus ton bouc émissaire. Puis j'ai raccroché. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas dramatique. C'était propre, simple, final. J'ai réalisé après tout ça que je n'avais pas besoin de grandes excuses de ma famille. Je n'avais pas besoin qu'ils changent soudainement ou reconnaissent ma valeur. J'avais juste besoin d'arrêter d'attendre leur permission pour l'avoir en moi-même. Ma vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Je travaille toujours de longues heures.
Je prépare encore 2 dîners certains soirs parce que Lucas veut des pancakes et que je veux quelque chose de vert. Mais je me tiens différemment maintenant. Je ne suis plus courbé sous des années de honte silencieuse. Je ne me cache plus au fond des pièces. Lucas a changé, lui aussi. Il pose plus de questions maintenant, des questions intelligentes. Il veut savoir pourquoi certaines personnes sont cruelles et pourquoi d'autres sont courageuses. Il parle de Callum comme s'il était un héros de Marvel. Parfois, il fait semblant de faire des discours avec ses figurines, défendant le plus faible. Je le regarde et je sais au plus profond de mes os qu'il a vu quelque chose cette nuit-là qui façonnera le genre d'homme qu'il deviendra, fort, doux, n'ayant pas peur de parler quand ça compte. Un soir, alors que nous nous brossions les dents, Lucas m'a regardé dans le miroir et a demandé « Maman, tu es toujours triste à cause de ce que Tati Vivien a dit ?» J'ai fait une pause, puis j'ai dit « Plus maintenant. » Pourquoi? Il a haussé les épaules, du dentifrice sur le menton, parce que je pense que tu as gagné, même si ce n'était pas une bagarre. Cela m'est resté. Parce qu'il avait raison. Je n'ai pas crié. Je n'ai insulté personne en retour. Je n'ai pas exigé justice, ni pleuré en public, ni fait de scène. Je me suis simplement levé, j'ai tenu la main de mon fils et je suis parti. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inattendu, a décidé que le silence n'était plus suffisant. Callum ne s'est pas seulement levé pour moi. Il a rappelé à tout le monde dans cette pièce à quoi ressemble vraiment l'amour. Pas celui qui porte un smoking ou qui marche jusqu'à l'hôtel. Celui qui voit quelqu'un se faire blesser et dit « Non, pas aujourd'hui ». Si j'ai appris quelque chose, c'est ceci, être seul ne signifie pas que personne ne veut de vous. Être gentil ne fait pas de vous une personne faible. Et la dignité, une fois reconquise, est quelque chose que personne ne peut vous enlever à nouveau. Alors, non, je n'ai pas dansé au mariage de ma sœur. Je n'ai pas porté de toast, ni lancé de bouquet, ni pleuré de joie sous des guirlandes lumineuses. Mais je suis parti avec quelque chose de mieux que l'approbation. Je suis parti la tête haute, mon fils à mes côtés, et la certitude profonde et tranquille que je n'ai plus besoin de me justifier auprès de qui que ce soit. C'est la fin que personne n'attendait, et exactement celle que je méritais. Si cette histoire vous a touché, si on vous a déjà fait sentir petit ou réduit au silence dans une pièce pleine de gens qui auraient dû vous soutenir, sachez ceci, votre voix compte, votre dignité compte, et vous n'êtes pas seul. Si vous avez trouvé de la force dans cette histoire, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir, avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un a finalement pris votre défense ou vous avez dû vous défendre vous-même? Et si vous voulez plus d'histoires vraies qui vont droit au cœur, qui défient les attentes et nous rappellent ce que signifie être humain, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Merci d'être là.